Exactement. Eh ben voilà, on nous voit, c'est beau. On est pas mal. On est pas mal et on a quand même une belle peau. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais vu un micro se faire devant mes yeux, Mhm. un micro de guitare. Et je dois dire que quand je suis venu voir mon pote Monsieur Godin, Monsieur Christophe Godin de Asylum Pickups, il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire, plutôt que de commencer par une interview, parce que je lui ai proposé de faire une interview, il m'a dit, je vais te fabriquer un micro pour ton Ibanaise, et tu vas le voir à se faire. Et comme ça, j'ai pu lui poser des questions, et j'ai pu voir un peu c'est quoi et comment ça marche. Et comme je suis un mec curieux, j'ai posé plein de questions. Donc, juste pour resituer un tout petit peu, Christophe de Asylum Pickups, je vous mettrai un petit peu le truc ici, peut-être ici, même sur ma tête, ça fera mal. C'est un gars qui m'a fabriqué un micro, on peut dire carrément sur mesure, là c'est carrément chausse-pied, vraiment pile poil, un micro sur mesure et qui est aussi un micro signature, c'est-à-dire que si vous voulez acheter le même, vous pouvez, et puis moi si je veux racheter le même, je peux, parce que du coup, je sais que celui-là, on peut avoir exactement les mêmes spécifications. Et surtout, il me plaît, je l'aime. Donc du coup, voilà, c'est quand même important de pouvoir retrouver son matos comme ça. Il est sur le PAP, sur ma Les Paul. Et puis ce qu'on a fait nous, ce matin, c'était un micro P94. C'est ça, P90 format humbucker qu'on appelle les P94. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu différent. Il m'a expliqué toutes les nuances et tout. C'était vachement intéressant. Moi, j'ai noté tout un tas de trucs qui m'ont paru super intéressants ce matin dans mon petit carnet. Donc, j'ai un petit carnet magnifique. Tu parlais... Toi, est-ce qu'il y a un truc général que tu as envie de dire ? Alors, oui, il y a quelque chose qui est important en fait dans le fonctionnement d'un micro, que ça soit en fait un P90, un P94, que ça soit un micro single coil, Stratocaster, Telecaster, humbucker. Il y a toujours une sorte de ligne directrice en fait dans le fonctionnement d'un micro, c'est-à-dire qu'en fait pourquoi un micro va sortir un son. Ouais. C'est quand même génial. Ouais. Parce que on se dit oui d'accord, il y a un capot, il y a une bobine, il y a du cuivre, enfin bon voilà, on connaît un petit peu la chose, mais enfin on ne sait pas trop vraiment comment ça fonctionne. Il faut quand même dire que c'est un principe qui est assez simple, ouais. Mais qui peut avoir justement un rendu compliqué, ou du moins la maîtrise du rendu peut devenir compliquée. Ouais. En fait, c'est ni plus ni moins un micro, on appelle ça un inducteur. Mm-hmm. Et pour la petite image, c'est le même principe que la dynamo de notre vélo. Enfin, nous, on a un certain âge, donc bon. Oui, pour faire la lumière, quoi. On a connu ça. Oui, ça commence. Hein, voilà, ça commence. Ça pique. Hein. C'est ça. Et c'est le même mode de fonctionnement dans le sens où une dynamo, pour produire de la lumière, il va y avoir en fait un aimant à l'intérieur et donc une bobine également en cuivre, qui n'aura pas la même section que du fil pour du micro qui est beaucoup plus fin. Mm-hmm. Et quand on prend notre vélo et qu'on veut avoir de la lumière, on met la dynamo sur le pneu, mm-hmm. Ça fait tourner la dynamo et en fait ça fait tourner un aimant qui lui tourne autour d'une bobine et ce phénomène va produire en fait de l'électricité, un courant électrique. D'accord. Voilà, suffisant alors pour un vélo, c'est pas quelque chose de monstrueux. Le micro fonctionne exactement de la même manière, sauf que évidemment, ce qui va exciter le champ électrique dans la bobine, ça va être nos cordes. Oui. Et donc, le flux en fait des cordes quand on va les frapper, les tirer au médiator, etc., va produire dans la bobine un petit champ électrique, parce que là on est au stade des millivolts, c'est vraiment minuscule, on risque rien par rapport à ça. Et en fait, par rapport à la configuration, l'architecture du micro, c'est-à-dire la largeur de la bobine, la hauteur de la bobine, des petites choses, des motifs qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, va générer ce petit signal électrique et qui va passer par l'électronique. D'accord. Donc c'est-à-dire les potards de notre guitare, les condensateurs éventuels, tout dépend après le schéma qu'il y a dans la guitare, qui va passer par donc forcément le câble et qui va passer finalement par l'ampli. Et donc ce son est produit à l'origine par cette excitation d'électrons. Sauf qu'au lieu d'être un aimant qui tourne autour d'une bobine, là l'aimant il est fixe, la bobine est fixe, et c'est la corde qui, elle, produit cette variation. C'est ça, exactement. D'où l'induction qui est le même phénomène, c'est-à-dire qu'il faut qu'un élément perturbe, en fait excite les électrons dans cette bobine. Donc effectivement par rapport à la dynamo, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas la résultante est la même. Voilà.
Tu me disais que, par exemple, un P4, parce que moi, je suis amoureux des P90. Pas que ce soit une vérité pour tout le monde, mais moi, c'est un truc qui me convient. Donc, je peux parler que de mon goût, en fait, que de ce que je ressens. D'ailleurs, quand je t'ai appelé, quand on s'est eu la première fois au téléphone, ce que j'ai bien aimé, c'est que je lui ai dit, voilà, je rêve d'un P90, parce que c'est quand même pas un humbucker dont je rêve, c'est pas un simple, c'est un P90. Je savais déjà qu'il y avait cette direction-là qui était la bonne. Mais j'aurais voulu, et j'ai commencé, je me souviens, puis je me connais, je suis un peu une espèce de rêveur, donc je me souviens de lui avoir dit, je rêve d'avoir de la clarté, pas trop éteint comme certains P90 qu'on trouve parfois, qui sont un peu comme ça, tu vois. De la clarté, mais quand même avec beaucoup de complexité dans les graves, avec des médiums un peu composites, où il se passe des choses dedans, de la matière. Et je commençais à délirer comme ça avec des mots à la con, parce que c'est complètement de l'affectif. Mais c'est l'image que je m'en faisais. Et lui il m'a écouté pendant peut-être une heure ou une demi-heure. Oui, je vois bien ce que tu veux dire, oui. Mais attention, hein, pas comme ça. Oui, je vois bien, oui, mais plutôt. Et puis voilà. Et puis, quand j'ai monté le micro sur ma gratte, je me suis dit, ok, mais c'est exactement ce dont je rêvais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est cette espèce d'écoute que tu as eue et de te dire, ok, bon, lui, il est bien barré, mais je vois bien de quoi il parle. Et comme ce monsieur, quand même, a une démarche assez particulière, je le connais lui, donc je peux vous parler de sa démarche à lui, hein, je ne parle pas des autres gens, hein, mais lui, c'est un gars qui est un peu comme moi, j'ai fait avec la musique, qui est un peu un obsédé, un obsessionnel de comprendre qu'est-ce qui produit quoi. Et donc, tu as analysé, je ne sais pas combien de micros, à te dire, ah ouais, d'accord, alors celui-là, il sonne comme ça, parce que, donc, il y a plein de... Tu pourrais nous parler peut-être un petit peu de qu'est-ce qui rentre en jeu, parce que ce matin, quand tu nous as fait ce micro, tu m'as expliqué un peu tout ce qui rentre en jeu, et que c'est quand même, il y a un nombre d'inputs un peu costaud quand même. C'est assez velu, oui, ouais. dans le sens où, surtout là dans un P94, parce que y a quand même beaucoup d'éléments métalliques. Ouais. Un micro de Strat, par exemple, c'est vrai qu'il est un peu plus basique en termes de construction, d'architecture, qu'un P94 ou un humbucker avec un capot. Ouais. Donc en fait, là, on est dans tous les cas dans une sorte de recette où en fait, il faut vraiment mettre une pincée de ci, ça, suivant ce qu'on va y faire. Et vraiment, tous ces éléments rentrent en compte. Si on prend l'exemple d'un P90, pardon, bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On va avoir une bobine. Ouais. Qui va avoir des caractéristiques, c'est-à-dire que cette bobine-là, on voit que par rapport à un microstrat, par exemple, elle n'a pas la même longueur. Qui est moins haute que la P94 qui est moins haute que la P94, exactement. Petit filou. Voilà, c'est ça. La bobine va prendre une certaine place, en fait, parce que cette bobine était conçue à l'époque avec certaines dimensions pour obtenir justement un certain timbre. Quand tu parles de la place, tu parles de cet espace-là, qui est en face d'une longueur de corde vibrante. Voilà, c'est ça, exactement. Étant donné plus c'est large, plus on va capter. Alors, il y a pas non plus, c'est pas une réalité à chaque fois, c'est pas du 100%. Pourquoi ? Je vais donner un exemple. Là, sur un P90, on va avoir des vis de ce type-là, en fait, qui vont être insérées, vissées donc dans les trous. Ouais. Par contre, effectivement, on a une bobine qui est assez large. Si on prend l'exemple des micros Jazzmaster, beaucoup confondent et pensent que le Jazzmaster, enfin sur une Fender Jazzmaster, ce sont des P90. Non, en fait, ils ressemblent énormément d'un point de vue architecture, mais en fait, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et là, si je dis à chaque fois, si la bobine est relativement large, on aura un son assez chaud, assez. Et ben c'est pas le cas forcément des Jazzmaster. D'accord. Qui sont encore plus larges. Qui sont encore plus larges. D'accord. Ils sont vraiment énormes. Ça dépend aussi où ils sont placés et c'est plein de choses. Bien évidemment, voilà, c'est ça exactement. Mais en fait, ils n'ont pas du tout la même architecture. Si on regarde bien, en fait, un micro de Jazzmaster va avoir des plots en alnico qui vont faire office en fait de pôle, comme sur ce micro de P94. Alnico, aluminium, nickel, cobalt, ok ? On se calme. Et justement, et donc voilà, c'est là où le mode de fonctionnement n'est pas tout le même, parce que le Jazzmaster va directement avoir la magnétisation par ces aimants alnico en considération avec les cordes qui sont juste au-dessus. D'accord. Donc c'est-à-dire que le champ magnétique est plus ou moins direct.
Là, sur un P94, le champ magnétique est indirect. Pourquoi? Parce que après avoir bobiné cette bobine, les deux aimants, parce qu'un un P90 est composé de deux aimants, vont se retrouver sous la bobine, donc c'est-à-dire sous le champ magnétique. D'accord. Donc ce qui fait qu'on aura un timbre complètement différent. Un P90 aura tendance, tout dépend comment on les fait bien évidemment, aura tendance à avoir un peu plus de chaleur, un peu plus de rondeur qu'un Jazzmaster. D'accord. Voilà, pour faire la comparaison entre mais évidemment que la facture, d'ailleurs tu m'as appris un truc ce matin, c'est que dans un humbucker, il y a un aimant, et que dans un P90, il y a deux aimants, alors que c'est un simple... c'est complètement moi j'aurais pensé, moi qui connais rien en technique et ça me gave, je supporte pas. Ça juste, ce qui m'intéresse quand il m'explique lui, c'est que ça me raconte une histoire et que ça rapproche. Ça me parle de choses. C'est un peu comme quand je parle avec Copo, ça me parle de choses techniques et qui me permettent de mettre des mots sur mes sensations, moi, qui sont complètement abstraites, quoi. Je te dis, voilà, structuré dans les graphes, tu vois, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, ça a une réalité, mais sauf que moi, je peux l'expliquer qu'avec de l'affectif, alors que lui, il peut me dire, non seulement c'est parce que c'est fait comme ça, et il y a des principes, et en plus, tu peux le mettre en chiffres, parce que tu as fait des milliers de mesures pour dire, en fait, c'est ça qui produit ça, et quand ça, c'est à ce point-là, ça, il faut que ce soit plus bas, parce que sinon... Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique ce matin, c'est que l'histoire que tu m'as racontée, c'est qu'en fait, tout dépend de tout. Et donc ça finit par être un équilibre à trouver entre différents inputs, quoi. C'est exactement ça. Après, comme je le disais, c'est vrai que cette recette, on peut la changer assez facilement, pour peu qu'on sache vraiment où on va. Je vais prendre l'exemple des aimants Alnico. Alors après, on ne peut pas faire de généralité. C'est vrai qu'on a tendance à dire le Alnico 2 va donner ça, le Alnico 5 ça, le Alnico 4, etc. etc. Mais en fait, le problème, c'est plus complexe. Oui, il y a des caractéristiques qui sont propres au grade des Alnico. Mais la problématique, c'est qu'il faut savoir où ils ont été construits. Les alliages ne sont pas forcément toujours les mêmes exactement, suivant les usines. Comment ils sont magnétisés aussi? Voilà, alors après, c'est moi qui les magnétise, donc à la limite, ça, j'ai la main là-dessus. Mais c'est vrai que tout ce qui est alliage et méthode de production, moi, j'ai déjà entendu des Alnico 5 qui sonnaient comme des Alnico 2, donc on ne peut pas vraiment dire un Alnico 2 va te donner ça. C'est totalement faux. C'est à prendre avec des pincettes, quoi, quand même. C'est à prendre avec des pincettes, parce que des variétés, il y en a quand même énormément. Donc voilà, à savoir que il y a plusieurs éléments qui ont plus ou moins d'importance. Les aimants Alnico, effectivement, on est quand même plus en plein dans le champ magnétique, quand même, c'est eux qui le provoquent. Donc voilà, c'est du direct. Alors sur le mien, sur mon micro-signature qui s'appelle le RL Neckside, en hommage à RL Burnside, tu me disais qu'en fait, donc il y a deux aimants parce que c'est un P90, mais ce sont deux aimants un peu particuliers. Oui, alors sur ton modèle signature, oui, tout à fait. Alors en fait, c'est comme je te disais en fait la dernière fois, ce sont des reproductions en fait des alliages des aimants qui se faisaient à l'époque, qu'on appelle sandcast. Parce que si l'alliage n'est pas le même, ça change tout. Alors, si l'alliage n'est pas le même, on va avoir forcément des différences, même si on peut travailler quand même sur d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir. Moi, je voulais faire ça sur ton micro parce que c'est vrai que connaissant bien les repros que j'utilise, je savais qu'il y avait des particularités, surtout dans les basses, parce que je sais ce que tu voulais au niveau complexité. J'allais avoir plus de facilité à arriver à ce que je voulais. Je voulais pas prendre le risque nécessairement de prendre un Alnico 5 qui amène parfois une belle clarté, mais qui va un peu moins structurer les basses. Un truc un peu plus rugueux, quoi. Un peu plus rugueux, voilà, c'est ça. Alors après, ça fait des très très bons micros, mais alors après, tout dépend ce qu'on recherche. Ton Alchemy, c'est un Alnico 5. Alors Alchemy, c'est un Alnico 5, tout à fait, Alors c'est un micro qui est un petit peu plus bobiné, donc en fait, il y a une petite variante de ce point de vue-là. Donc c'est un peu plus rock'n'roll. C'est un peu plus rock'n'roll. Globalement, si on peut dire. C'est ça. Alors que le mien serait plus pour des blues vraiment structurés, du son vintage plus. Des bars en fumée avec l'odeur de whisky, quoi. Du jazz, ou du blues avec du gros son de blues. Ou du gros son blues, voilà. Donc il a été vraiment conçu pour ça, même en restant sur une certaine versatilité. Donc, voilà, mais carrément.